Le pirate, là, il a besoin d'un ami dans l'entreprise. Maintenant, tout passe par de l'ingénierie sociale. Plus besoin d'être un expert. Mais pourquoi moi, tu sais? J'ai rien d'intéressant. Aujourd'hui, il faudrait presque avoir un certificat ou un permis pour savoir les bonnes manières, les bonnes conduites. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire avec mon outil de travail de tous les jours. Si les hackers existent, c'est que ça a été payant. C'est la responsabilité, je pense, de toutes les entreprises au Québec de le faire, parce que c'est collectivement qu'on va pouvoir se protéger tous ensemble. Au printemps, une de nos employés avait reçu une facture d'un de ses clients qui était très légitime, mais pour se brancher pour le partage, il demandait des informations, puis c'était comme un partage d'un lien sur Microsoft 365. La personne a entré ses données personnelles pour être en mesure de pouvoir avoir accès à la facture et l'hameçonnage venait d'être un succès pour la personne. De fil en aiguille, la personne s'est aperçue dans le cours de la journée qu'elle ne recevait plus ses courriels. Elle est venue me voir pour me dire « Carole, je ne reçois plus mes courriels ». Donc, on a fait quelques vérifications. On a appelé la firme qui s'occupe du volet informatique pour la MRC pour s'apercevoir que une règle avait été inscrite dans son compte courriel qui faisait supprimer automatiquement tous les courriels reçus. Toutes les personnes qui avaient reçu un courriel de sa part via l'hameçonnage qui avait été réalisé, mais même si ces personnes-là lui retournaient un courriel en lui disant « Je crois que tu viens de te faire pirater, nous avons reçu une information qui est un peu bizarre de ta part », mais elle ne recevait pas ces courriels-là parce que ces courriels-là étaient automatiquement supprimés de sa boîte courriel. Et on a tout de suite fait les rectifications, donc elle est allée changer ses mots de passe, elle a enlevé la règle, donc elle a réussi à ramener les informations. Ce que ça a occasionné également, c'est que lorsque la personne a pris contrôle de son compte, elle est allée voir dans ses historiques d'informations pour découvrir qui était le directeur général, qui est M. Bruno Bernatchez, ici à la MRC. Il s'est recréé une adresse en utilisant le même lien, mais .com, donc .com au lieu de .ca, et il a envoyé une fausse facture à la comptabilité ici, demandant un paiement via virement bancaire immédiatement, que c'était quelque chose d'urgent. Pour ajouter à la situation, M. Bernatchez était à l'extérieur du bureau à cette période-là. Donc, lorsque la comptabilité reçoit l'information, se pose des questions, c'est bon, Bruno est à l'extérieur, c'est un peu normal que la personne qui lui envoie un courriel, mais le fait que ça soit urgent, et surtout le fait que M. Bernatchez n'avait pas mis dans quel code budgétaire passer la facture, la comptabilité trouvait un peu particulier l'urgence sans le code budgétaire. Donc, elle a communiqué par texto avec M. Bernatchez pour valider l'information. M. Bernatchez lui a dit non, je t'ai rien envoyé, c'est vraiment une fausse facture, probablement quelque chose qui a pas rapport, qui a pas lieu d'être. Après vérification, après regarder, la facture était d'un fournisseur inconnu, le compte bancaire qui était un compte bancaire probablement pas légitime, mais réel, mais du fraudeur, a finalement fait en sorte que si la comptabilité n'avait pas pris les précautions de valider une deuxième fois, mais qu'on aurait fait un paiement de cette facture-là. Donc, vous voyez, le fait d'avoir simplement été hameçonné via une facture reçue d'un client qui a pris contrôle du compte Microsoft 365 d'un des employés, bien, la personne a réussi à remonter jusqu'à la direction générale et simuler un courriel avec sa signature électronique et envoyer une fausse facture à la comptabilité demandant une urgence de paiement. On a été chanceux, on s'est pas rendu jusqu'au paiement. On a réussi à arrêter le tout avant. Tout ça a fait en sorte qu'on a vraiment décidé d'aller vers une formation complète en cybersécurité avec des professionnels. Et c'est de là qu'on a demandé à la firme Erso Informatique de venir nous rencontrer pour nous offrir cette formation. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Oui. Bonjour Carole. Allô, ça va bien? Bonjour Carole. C'est ici qu'on donne la formation? C'est ici. Oui. Non, on va être à peu près le même genre de groupe. OK. Peut-être un petit peu moins. Je crois que ça va être 6 plus 7 avec moi. OK. Mais normalement, c'est des gens qui sont tous
de la MRC. OK. Alors bonjour à tous. Donc RSO Informatique. Donc moi je m'appelle Jean-Paul. Je suis spécialisé dans l'administration système et le cloud, et mon collègue Pascal spécialisé dans le développement d'applications et aussi le système cloud. On est tous les deux impliqués dans de la cybersécurité parce que notre métier de toute façon c'est de plus en plus la cybersécurité. La majorité de nos clients nous demandent d'abord la formation pour qu'on puisse éveiller à la cybersécurité leur personnel, qui prennent conscience des risques, conscience des pratiques des pirates. Et la deuxième étape, souvent, on nous demande après de les tester. Donc les utilisateurs des compagnies qui nous sollicitent, on reçoit la formation, on leur apprend plein de choses, mais ça suffit pas. Maintenant, il faut être sûr qu'ils ont bien appris, qu'ils ont bien retenu. Donc on va lancer des campagnes de hameçonnage nous-mêmes. Donc on va en fait tenter de les tromper nous-mêmes. Donc là, sans risque, évidemment, puisqu'il n'y a pas de piratage derrière. Mais le but, ça va être de voir s'ils cliquent sur les liens dont on leur a dit qu'il fallait se méfier, s'ils répondent aux courriels dont on leur a dit qu'il fallait pas le faire. Donc on va imiter les pratiques des pirates. Et on va lancer comme ça des campagnes sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, de manière assez sporadique pour essayer de voir s'ils tombent dans les pièges. Voilà, donc la navigation sur Internet en entreprise, vous devez jamais utiliser de navigation personnelle en entreprise, jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Tu vas pas sur ton compte Facebook en entreprise, sur le réseau de l'entreprise. Ah, là, ça va très mal. Sur le tien, hein, je parle pas du Facebook de la MRC, moi. Ouais, mais... Jamais. Pourquoi? Ça serait quand même pas de chance que tu attrapes un bon gros malware sur un lien frauduleux Facebook, alors que tu allais regarder des données personnelles qui, du coup, vont contaminer la société ou l'entreprise. La sécurité, c'est une contrainte. Jamais la sécurité, ce sera un avantage. C'est une contrainte. Plus vous voulez de sécurité, plus il y a de contraintes. Le but, c'est de jauger son curseur. Et comme le risque zéro n'existe pas, il faut savoir où on veut placer son curseur. On évite les données d'entreprise sur un réseau Wi-Fi dont on ne peut pas vérifier la sécurité. Ça existe, à cause du rogue Wi-Fi et à cause du fait qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Ça complique la vie, hein, j'en suis conscient. Donc on évite d'être en public, on dévoile pas trop d'informations personnelles, on ne donne pas les lieux en temps réel où on est. Bon, ça c'est pareil, dans le cadre d'une communication d'entreprise, si le patron est au congrès, on est juste méfiant qu'on va recevoir des courriels parce que le patron veut nous faire des virements bancaires. Mais on a besoin de communiquer. Es-tu conscient que tout ce que tu dis, c'est l'inverse exact de la fonction du réseau social? Oui. Hein? C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire, sortez des réseaux sociaux. Parce qu'au bout du compte... C'est surtout ce qu'on dit, c'est ça. C'est ça surtout. Tu peux avoir un compte privé, avoir, je vais dire n'importe quoi, 30 amis, parce que c'est ta famille. Dans les faits, tout le monde en a 400, dont 300 avec qui il n'a jamais parlé en vrai. Moi, j'en ai pas 80. Hein? J'en ai 50. À peu près. Bon, c'est bon, on est d'accord. Moi, j'en ai 80. On a la même. Moi, j'ai une règle très simple, c'est si je peux pas prendre une bière avec lui dans les 5 prochaines minutes s'il m'appelle, c'est que c'est pas un ami, point. Alors moi, tu vois, j'ai gardé contact avec des gens qui sont partis vivre en Thaïlande. C'était bien pratique d'avoir Messenger pour leur parler. Oui, c'est sûr. Donc évidemment que c'est bien les réseaux sociaux, ça a un bon côté. Mais ça a un revers de la médaille. Il y a des cas très particuliers qui arrivent de plus en plus maintenant, c'est que le hameçonnage, il commence à changer de place. Donc au début, c'était des courriels. Maintenant, on a du hameçonnage téléphonique. Donc les hackers se font passer pour la banque, ils appellent. Et puis on a même du hameçonnage sur site. Vous avez des hackers sur des compagnies, alors certes peut-être un petit peu plus grosses, qui vont s'infiltrer dans les locaux pour aller poser soit un second Wi-Fi, on appelle ça un rogue Wi-Fi, soit tout simplement un engin de hacking directement sur le réseau de la compagnie. Puis là, ils prennent tout le contrôle. Là, ils ont réussi à passer au travers toutes les sécurités puisqu'ils se sont rendus sur site physiquement. Ça, on commence à le voir. Il y a des tests qui ont été menés aux États-Unis où on se rend compte que les gens avec un simple gilet jaune arrivent à rentrer dans des bâtisses sécurisées en se faisant passer pour le support du service téléphonique ou Internet. Et ça, c'est quelque chose qui change. C'est-à-dire que les hackers changent, ajustent leurs armes au fur et à mesure. Si le hameçonnage courriel ne prend pas, ils vont essayer au téléphone, ils vont même essayer sur site. Donc on est presque dans James Bond là, mais c'est ça. On en arrive à de l'espionnage où les gens fouillent les poubelles pour voir s'ils ne peuvent pas trouver des identifiants, où ils vont aller essayer de pirater votre Wi-Fi depuis votre parking. Ça, c'est un petit peu plus nouveau, parce que ça touche des compagnies moyennes. On en arrive là. Et puis, dans les cas les plus drôles, alors c'est pas vraiment drôle, mais les pirates arrivent à hacker les petites caméras de surveillance ou les objets connectés, même les aspirateurs. Comme tout ça, ça réagit à la voix, ça a un micro. Donc les pirates arrivent à prendre possession de ces appareils. On a des cas au Québec où des compagnies ont réussi à être mis sur écoute par les hackers
Et ils ont pu les pirater comme ça. Là aussi, je suis d'accord avec toi. Oui, ça devient compliqué là. Moi, je te donne des pistes, des bonnes pratiques à mettre en place au quotidien, tout le temps et partout, entre tout ce qu'on a dit depuis le début, les courriels, le Wi-Fi, le hameçonnage, le vishing, le téléphone, les réseaux sociaux. Il y a de quoi se rendre fou là. Moi, je propose de revenir aux pigeons. C'est ce que je m'en allais dire. Tu sais que je me suis posé une question il n'y a pas si longtemps. Je me suis dit, pour certaines entreprises, des petites entreprises, je me suis dit, est-ce que franchement, ils gagnent de l'argent à être passés à l'informatique? Je ne suis pas sûr. Moi, je vois des garages où ils ont 2 postes informatiques. Alors, pour les TPV, ils n'ont pas le choix. Et ils ont 2 postes informatiques, ils utilisent un logiciel, ils ont des abonnements, ils ont des protections. Avant, ils avaient un carnet de commandes. Là. Est-ce que vraiment, ils gagnent du temps là? Parce que l'informatique, c'est censé nous faire gagner du temps. Des fois, c'est pas sûr. Mais bon, on s'entend que majoritairement du temps, oui, beaucoup. Donc, on reste méfiant, on évite les données d'entreprise sur un réseau Wi-Fi dont on ne peut pas vérifier la sécurité. Ça existe, à cause du rogue Wi-Fi et à cause du fait qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Ça complique la vie, hein, j'en suis conscient. Moi, ce que j'aime dans la cybersécurité, c'est que c'est plein d'aspects d'informatique divers et variés. C'est très difficile d'ailleurs d'être expert dans tout, c'est même presque impossible. Donc nous, notre but, c'est d'aller chercher les protections les plus pertinentes à mettre en place et d'éveiller un peu les gens à la prise de conscience que c'est plus possible de rien faire. Il faut qu'ils agissent. Ce que j'aime, c'est que ça change tous les jours. C'est aussi ce qui est compliqué. Des menaces, il y en a des nouvelles chaque jour. Des failles, on en découvre aussi tous les jours. Donc c'est une course contre la montre qui est un peu perdue d'avance. On sait qu'on a toujours un cran de retard sur les pirates. Mais le but aussi, c'est de protéger les compagnies qui sont nos clients. On n'a pas envie de les voir tomber. Il y a quand même 30% des compagnies qui subissent un cyberincident majeur qui ferment dans les 6 mois. Qu'il y ait des sauvegardes ou pas. C'est ce qu'on dit dans la formation. Les sauvegardes, ça ne fait pas tout maintenant. Comme il y a un vol de données, les sauvegardes, ça vous protège et ça vous permet de repartir, mais ça ne vous protège pas contre le vol. Est-ce que le piratage, c'est payant? Oui, c'est très payant. Oui, c'est très payant d'être un pirate. Ça rapporte énormément d'argent. C'est 7 000 milliards de dollars par an, je crois, en 2022. Donc c'est 5 fois plus que le crime organisé. Et vous êtes derrière votre chaise, vous risquez pas grand-chose. Si vous êtes dans un pays distant de celui où vous menez votre attaque, il y a peu de chances que vous fassiez attraper. Donc oui, c'est très payant. Les données personnelles, comme je disais tout à l'heure, c'est entre quelques centimes et 15 dollars en moyenne, hein, c'est une moyenne. Et sur le volume que vous arrivez à avoir, ça rapporte des millions de dollars. Donc oui, c'est très rentable, c'est très lucratif et c'est bien le problème. Puisque maintenant, plus besoin d'être un expert, c'est à la portée de presque tout le monde. Se faire passer pour quelqu'un d'autre pour voler des données, c'est à la portée de tout le monde. Et à la formation avec Erso, ça a super bien été. Là, on avait fait le tour de l'ensemble des employés en leur disant « Soyez vigilants, faites attention à ce genre de messages ». Et 3-4 reprises, les employés sont venus me voir en me disant « Carole, malheureusement, j'ai cliqué, j'ai donné mes informations, donc est-ce qu'on peut faire une validation? » Et on allait immédiatement voir dans son compte. On voyait la règle, exactement la même chose qui avait été instaurée. On cancellait la règle, on demandait une modification des mots de passe. Donc, on a réussi, bon an, mal an, là, à contrer les 2 ou 3 des périodes d'hameçonnage qu'on a eues. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on a vraiment décidé d'aller vers une formation complète en cybersécurité. Et on voit vraiment que cette formation-là a été bénéfique parce que depuis la formation, on n'a eu aucune période ou aucune situation problématique, malgré que les courriels entrent régulièrement, qui sont des courriels d'hameçonnage. On voit que les employés les suppriment immédiatement, ne font vraiment pas aucune ouverture de ces dossiers-là.